Ne me mentez pas, je suis sûr que vous croyez tous, de près ou de loin, à une théorie du complot. Regardez par exemple ce sondage. Vous avez vu, le pourcentage de gens en France qui croient à une théorie du complot, c'est quand même énorme. Mine de rien, ça fait quand même des millions et des millions de personnes en France qui croient à un truc du style. Après, en vrai, c'est quoi une théorie du complot? Eh bien, globalement, c'est quand même une thèse qui va remettre en cause des événements ou qui pense que ça ne se passe pas exactement comme ça. Eh bien, rapprochez-vous, parce que si vous avez déjà entendu parler de ce qu'il pourrait y avoir sous la zone 51 ou alors des chemtrails qui sont dans les traînées dans le ciel, vous ne connaissez sans doute pas le Pizzagate ou même l'adrénochrome. Et pour traiter de toutes ces théories, des plus basiques aux plus dark, eh bien, nous allons partir sur l'iceberg. L'idée, c'est de traiter le sujet en surface avec des théories que vous connaissez sans doute, qui sont peut-être pas forcément hyper flippantes, mais au fur et à mesure qu'on va plonger dans les profondeurs, les abysses et finalement les ténèbres, on va parler de théories beaucoup moins connues, mais surtout plus dérangeantes, malsaines, et qui peuvent concerner des sujets assez graves. Des sujets graves comme ce que peut devenir notre planète par exemple, sur laquelle on peut avoir un impact, notamment grâce à Ecosia qui sponsorise la vidéo. D'ailleurs, Ecosia, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, si vous ne le savez pas, c'est un moteur de recherche qui consacre 100% de ses bénéfices à la planète, en plantant et en protégeant des arbres dans une trentaine de pays. Et tout ça, en fait, grâce aux revenus qu'ils tirent des publicités. Et depuis leur lancement, c'est simple, il y a 200 millions d'arbres qui ont été plantés. Statistiquement, il y a de très fortes chances que vous utilisiez Google, que ce soit sur votre ordinateur ou même votre smartphone, mais en changeant cette habitude pour Ecosia, vous allez avoir un vrai impact sur l'écologie. Leur devise, c'est simple, c'est le bon arbre au bon endroit. En cultivant par exemple des forêts indigènes et des forêts diverses au lieu de monoculture et en travaillant avec des communautés locales. Et ils suivent leurs arbres tout au long de leur vie grâce à des visites sur le terrain et à des images satellites, tout en étant très transparents sur leur trésorerie et en publiant des rapports financiers tous les mois. Donc, si vous voulez avoir un moteur de recherche qui est quand même très bien, n'hésitez pas à utiliser Ecosia face à l'urgence climatique et puis voilà, vous verrez ce que ça donne. Alors, le lien pour utiliser ce moteur de recherche est dans la description. C'est un geste simple qui ne coûte rien et qui a un vrai impact. Quant à nous, il est l'heure de plonger, je pense, dans les profondeurs, avec l'iceberg sur les théories du complot. Et on attaque en douceur avec la surface. On n'a pas marché sur la Lune. Alors nous sommes dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969 et la mission Apollo 11 atterrit sur la Lune. Quelques minutes plus tard, Neil Armstrong et Buzz Aldrin deviennent les premiers hommes à marcher dessus. Sauf que cette version très officielle, très pompeuse, ne plaît pas à tout le monde et rapidement elle est réfutée par les complotistes. En fait, l'idée commence à prendre de l'ampleur en 1974 avec un bouquin qui avance des arguments comme le fait que le drapeau des États-Unis flotte malgré l'absence d'atmosphère. Comment ça se fait? Il n'y a aucune étoile qui brille. Parce que quand on explique aux complotistes qu'il y a quand même des vidéos de cet alunissage, ils ont aussi un atout dans leur manche, Stanley Kubrick. Parce qu'en fait, en 68, ce réalisateur très célèbre sort 2001, l'Odyssée de l'espace, qui contient une scène d'alunissage. Et pour beaucoup, en fait, c'est plus réaliste que celle de la NASA l'année suivante. Et donc, à partir de là, il y a un petit raccourci qui est fait. La NASA a demandé à Stanley Kubrick de réaliser un film montrant Neil Armstrong et sa bande de joyeux lurons débarquer sur la Lune. Et tout ça aurait été filmé simplement en studio. Avec un grand fond noir, ça tombe bien comme le ciel lunaire. L'assassinat de JFK. Bref, on reste aux États-Unis et on remonte au 22 novembre 1963. Et ce jour-là, eh bien, un certain John Fitzgerald Kennedy, donc le président des États-Unis, est assassiné alors qu'il traverse Dallas à bord d'une voiture décapotable. Il est tué d'une balle et rapidement, eh bien, un certain Lee Harvey Oswald est identifié comme le seul et unique assassin. Et ce dernier sera tué lui aussi 48 heures plus tard. Mais pas par les forces armées ou les services du président, non, juste par un civil d'un transfert de prison à prison, quoi. Et en fait, cette version-là de l'assassinat de JFK, du président donc, ne plaît pas à tout le monde. Et donc, figurez-vous que 60 ans après cet événement, eh bien, plus de la moitié des Américains pensent que Oswald, donc le tueur, n'a pas agi seul. Et que, en réalité, la CIA serait mêlée à tout ça. Parce que ouais, en effet, quelques années avant cet événement, eh bien l'opération qui s'appelle le débarquement de la baie des Cochons et qui a opposé les États-Unis à Cuba a été un sacré bordel. Et donc ça a été tellement un bordel que la tête de Alan Dulles, donc qui était le directeur de la CIA de l'époque, elle avait sauté. Et il se trouve que ce même Alan Dulles avait été nommé à la commission d'enquête chargée de l'affaire de l'assassinat de JFK. Donc concrètement, le président qui a été celui qui l'avait viré à l'époque, eh bien là notre cher Alan Dulles était chargé de savoir qui avait pu le buter. À partir de là, il y avait quand même beaucoup de petits conflits d'intérêts. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'Américains sont encore très sceptiques sur cette affaire. La Terre plate.
Alors autre petit truc, il y a des milliers d'années, beaucoup de nos ancêtres pensaient que la Terre était un disque qui flottait dans un vide, on ne sait pas trop où, mais avec le temps et les avancées technologiques, on a pu démontrer que visiblement non, c'était pas un disque avec de la glace au bord, mais simplement une sphère. Sauf que de nos jours encore, ce qu'on appelle les platistes sont très nombreux. On estime, en tout cas dans le monde, qu'il y en a au moins plusieurs dizaines de millions. Et d'ailleurs, l'un des plus grands défenseurs de cette théorie, c'est un certain Mike Hughes. Parce que lui, en fait, il y croyait tellement que la Terre était plate qu'il avait carrément construit une fusée pour prouver qu'elle était bien aussi plate qu'une crêpe. Et donc le but, c'était de faire monter sa fusée tellement haut, en fait, dans l'atmosphère, de sorte à voir qu'il n'y avait évidemment pas de courbure de la Terre. Et donc, il réussit à la construire, donc le gars est quand même plutôt balèze, et le 22 février 2020, il va donc s'envoler. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, puisqu'il a filmé, quelques secondes après le décollage, il se tue avec sa fusée. La boulette, le Carpaccio. La zone 51. Bon, des théories sur les aliens et la vie extraterrestre, il y en a des dizaines ou même des centaines. Il y a quand même des théories du complot qui sont quand même bien ancrées, notamment autour d'une très mystérieuse zone au milieu du Nevada qui s'appelle la zone 51. Ça se trouve aux États-Unis, l'endroit a été fragmenté en plein de zones, et celle qui nous intéresse, c'est la 51. En fait, pour beaucoup, dans la base qui a été implantée là-bas, on stockerait des ovnis, voire même des spécimens vivants d'extraterrestres, comme par exemple on a pu le voir dans le film Independence Day. Cet endroit pourrait donc peut-être être le point névralgique de tous les échanges entre la Terre et d'autres formes de vie, qu'on cacherait au grand public. Si ça vous intéresse, vous avez peut-être vu la vidéo du Grand JD où il s'était amusé à rester suffisamment de temps au bord de la zone 51 pour voir s'il repérait des trucs bizarres. Après, pour savoir ce qu'il avait découvert là-bas, il faudra évidemment voir sa vidéo. La mort de Lady Di. Bon, si vous l'ignorez, en fait, le 31 août 1997, sous le pont de l'Alma à Paris, a eu lieu un accident de voiture qui va marquer énormément de personnes. Et cet accident, c'est celui de Lady Diana, donc l'ex-princesse d'Angleterre, et qui était la mère de Harry et William. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi. Là, leur voiture, qui est poursuivie par des paparazzis et un motard de presse, elle va faire une embardée. Elle va s'écraser contre un pilier à plus de 100 km/h. Ce qui va tuer Dodi Al-Fayed et le chauffeur sur le moment, et ça coûtera la vie à Diana quelques heures plus tard. Bon, ça c'est une tragédie provoquée accidentellement et indirectement par la presse people. Sauf si c'était pas tout à fait ça. Parce que en fait, pour beaucoup, à commencer quand même par Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, ce n'est pas un accident, mais plutôt un meurtre. En fait, pour lui, la famille royale est clairement concernée, tout comme le MI6, donc les services secrets anglais, qui n'auraient pas aimé que la relation entre Diana et Dodi soit si médiatisée. Et justement, cette théorie de Mohamed Al-Fayed, elle s'appuie notamment sur le témoignage d'un certain Richard Tomlinson, donc un ancien agent du MI6, qui affirmerait que les services secrets surveillaient Diana avant sa mort. Bref. À travers ces quelques petites théories du complot, où vous commencez à comprendre de quoi on parle, on va plonger cette fois-ci sous la surface, en parlant notamment de certaines maladies ou de sombres organisations supposées. Les chemtrails. Vous avez tous regardé le ciel et parfois vous dites « c'est quand même super beau » et parfois vous dites « c'est quand même bizarre toutes ces grandes traînées blanches là ». Quand même pour des traînées de condensation ça met vachement de temps alors que normalement ça peut se dissiper en quelques minutes maximum. Et bien justement si j'ai mis le doute, sachez que 30 millions d'Américains sont dans ce cas-là et pour eux ce serait pas du tout de simples traces blanches mais plutôt des agents chimiques ou biologiques qui mettraient beaucoup de temps à se dissiper. Et en fait, cette théorie est en réalité assez récente. Elle date, elle, de la fin des années 90. Et ce qui aurait mis un petit peu la suspicion dans la tête des gens, ce serait un document de recherche qui viendrait de l'armée de l'air américaine. Dans ce document, du nom de Weather as a Force Multiplier Owning the Weather in 2025, il est fait mention d'un futur système de modification du temps pour atteindre des objectifs militaires grâce à l'aide de forces aérospatiales. Il est également précisé dans ce document que ce système ne reflète pas la politique, les pratiques ou les capacités militaires actuelles. Il n'en fallait pas plus pour que beaucoup de complotistes fassent le rapprochement avec la traînée des avions pour appuyer leur théorie. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on trouverait dans ces fameux produits chimiques? Eh bien ça, après, ça va dépendre des gens qui croient au truc. Alors pour certains, ces produits sont tout simplement utilisés pour empoisonner l'humanité, basique, efficace, voilà, tout simplement. Alors que pour d'autres, l'agent, donc le produit qui est répandu grâce aux avions, permettrait plutôt de contrôler les esprits. Un petit peu plus sournois quand même. Et enfin, il y a aussi d'autres groupes qui pensent qu'il s'agit d'un moyen pour le gouvernement des États-Unis de contrôler bien le temps, la météo. Alors certes, l'idée c'est pas de dire que les chemtrails, donc les traînées blanches, ça n'existe pas puisque c'est le cas, c'est ce qu'on appelle de l'épandage aérien et où notamment des petits avions volent au ras du sol pour répandre différents produits sur des zones cultivées, par exemple pour balancer des pesticides, pour crever des insectes qui sont chiants ou alors pour fertiliser les sols. Illuminati et Nouvel Ordre Mondial.
Alors bon, ok, des sociétés plus ou moins secrètes, il y en a plein dans le monde. Par exemple les francs-maçons ou même le club Bilderberg, dont l'existence est là bel et bien avérée. Il y a des témoignages, etc. Ça existe, il n'y a aucun problème. Mais en parallèle, il y en a d'autres dont l'existence n'a jamais été prouvée, comme c'est le cas pour les Illuminati. En fait, à la fin du XVIIIe siècle, une société secrète allemande est créée, les Illuminés de Bavière. Mais ses membres finiront par être traqués et disparaîtront dans une dizaine d'années, après la création de la société. Enfin, en théorie. Parce qu'en fait, oui, pour beaucoup de conspirationnistes, les Illuminati sont toujours parmi nous et ils sont à l'origine du nouvel ordre mondial. Et en fait, pour eux, le postulat est super simple sur le papier. Sur Terre, il existe un groupe d'individus qui agissent dans l'ombre et dans le secret. Et ce seraient donc les chefs d'orchestre, les marionnettistes de tout ce qui se passe dans notre planète. Que ce soit lié aux religions, à l'économie ou même à la politique. Ils jouent à un échiquier et c'est eux qui décident de notre sort. En fait, pour les conspirationnistes qui croient à ça, en tout cas, les différentes institutions ou même les gouvernements, tels qu'on les connaît, Macron et compagnie, ce sont que des façades. C'est de la poudre de perlimpinpin, quoi. Au final, ce serait juste simplement des exécutants ou au pire, des marionnettes, des ordres qui viendraient de plus haut. Le virus du sida. Bon là, remontons aux années 80 pour parler d'un virus qui fait des centaines de milliers de morts tous les ans, et donc c'est le sida. On l'appelle aussi le VIH, et en fait, d'après plusieurs recherches, ce virus-là serait une mutation d'un virus qu'on aurait trouvé chez des singes d'Afrique. Et une fois que le virus ait été transmis à l'homme, et après des dizaines d'années d'évolution, il aurait donné le virus tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc le sida. Mais par contre, pour les complotistes, la théorie est tout autre. Et la version qui revient d'ailleurs le plus souvent, eh bien c'est que, tout simplement, le VIH a été créé artificiellement dans des labos. Et pour la communauté d'ailleurs qui est afro-américaine, il a été mis au point ce virus par des suprémacistes blancs dans le but de tous les flinguer. Donc techniquement un virus qui était censé simplement cibler les personnes à la peau noire. D'ailleurs en parallèle, les conspirationnistes qui avancent cette théorie sont souvent sûrs d'une autre chose. Vu qu'il a été créé en labo, c'est logique, le vaccin existe, mais il n'a jamais été partagé. Bon, en tout cas, ce genre de théorie, elle revient assez souvent quand il y a une maladie ou même un vaccin. Comme par exemple en 2020, quand un certain virus nous aurait tous confinés et serait apparu en Chine. Mais pour certains, il serait pas simplement apparu par hasard avec un pangolin ou on sait pas trop quoi, mais plutôt il y aurait été fabriqué. La Terre creuse et Agartha. Plus tôt dans la vidéo, quand on était encore à la surface, vous savez, on a parlé de la Terre plate. Ok, on est d'accord pour dire que notre Terre, techniquement, il y a quand même plus de chances qu'elle soit sphérique. Néanmoins, il y a une autre théorie un peu plus obscure, et c'est celle que la Terre serait peut-être sphérique, mais en plus de ça, elle serait creuse. Bon, vous vous souvenez, quand vous étiez à l'école avec vos cours de SVT, en tout cas si vous dormiez pas, vous aviez appris un petit truc, c'est que la Terre, elle était composée de plusieurs couches. Alors voilà, comme un oignon quoi, tout simplement. Il y a la croûte continentale, la croûte océanique, puis le manteau et le noyau. Mais pour ce type de conspirationniste, bien, la vérité est tout autre, car à la place de ces couches, il y aurait une sorte de deuxième monde, de monde parallèle à celui de la surface. Et ce monde-là, souterrain, intérieur à la Terre, porterait un nom, et c'est celui d'Agartha. Donc le royaume souterrain quoi. Peut-être que vous avez déjà vu passer cette image, en fait, on pourrait accéder à ce monde souterrain à travers les pôles, le pôle nord ou le pôle sud. Donc là, ce seraient des ouvertures béantes dans lesquelles on pourrait s'engouffrer assez facilement en glissant à l'intérieur. Mais il y en a aussi d'autres un peu plus cachées, comme des grottes en Italie, le désert de Gobi, des villes au Brésil, ou même à partir de la pyramide de Khéops. Tout ça, ce sont des passages secrets pour accéder à l'Agartha. Et le mieux, c'est que dans la plupart des croyances, eh bien, ce monde intérieur serait habité par des intraterrestres, une race très évoluée par rapport à nous, qui chillerait, qui ferait leur life, quoi. En plus, dans des œuvres de fiction, ça fait parfois des dizaines d'années ou parfois même des siècles qu'on en parle. Par exemple, dans le livre de Jules Verne, qui est Voyage au centre de la Terre, et qui est d'ailleurs vachement cool, c'était clairement du coup le thème du bouquin, et ça datait de 1864. Ou même plus récemment, dans un film où il y avait un battle entre Godzilla et King Kong, ça parlait de Terre creuse. En tout cas, sachez-le, quand j'étais adolescent, cette théorie elle m'avait beaucoup fasciné, parce que j'avais lu des bouquins qui en parlaient et tout, notamment une qui s'appelle Les Chroniques du Guircu, donc d'Anton Park. J'ai toujours un petit souvenir affectueux pour ce genre de théorie. Deepwater Horizon. Alors, le 20 avril 2010, dans le golfe du Mexique, vous voyez juste là, il y a une plateforme pétrolière du nom de Deepwater Horizon qui prend feu avant de péter, ce qui va coûter la vie à 11 personnes. Ce grave accident aurait été causé par une bulle de méthane qui, en remontant la colonne de forage, a fini par tout faire exploser. Une bulle de méthane qui semblerait venir du fond de l'océan. Mais là encore, en fait, beaucoup de gens ne sont pas d'accord sur ça. Comme ça a pété la plateforme pétrolière, ça a créé une énorme marée noire parce que le pétrole se déversait dans la mer. Et donc, ça a créé une flaque de pétrole gigantesque de 3000 km², ce qui a totalement défoncé tout l'écosystème de la Louisiane. Et c'est d'ailleurs de ce côté-là qu'il faut regarder parce que, pour certains complotistes, l'explosion
et la pollution qui ont découlé étaient voulus. Ça aurait été voulu par des personnes dans l'ombre pour promouvoir l'écologie et montrer que les énergies fossiles comme le pétrole, c'est caca. Pour d'autres complotistes, ceux qui seraient dans l'ombre, ce seraient plutôt des entreprises pétrolières. Halliburton, l'énorme société de services pétroliers, a acquis une entreprise qui gère les incendies et les éruptions de puits de pétrole, un peu plus d'une semaine avant que la plateforme pétrolière Deepwater Horizon de BP n'explose. En parallèle, il y a eu un énorme dumping des actions de BP, ce qui consiste à vendre des actions à des prix inférieurs. Et ce dumping a eu lieu dans les jours et les semaines qui ont précédé la catastrophe, ce qui suggère en réalité que certaines personnes savaient déjà que la catastrophe allait se produire. Enfin, et pour une dernière poignée de personnes, si la station Deepwater, vous voyez, elle a explosé, il faudrait plutôt regarder du côté des sous-marins coréens ou même russes. Mais bref, ok, on a vu quelques éléments intéressants de ces théories, mais maintenant il est l'heure de plonger un peu plus profond, où on va voir des agences gouvernementales, mais aussi des mystérieuses disparitions. Harold Holt. Il est possible que le nom d'Harold Holt ne vous dit peut-être rien, ce qui est plutôt logique vu que c'était le premier ministre de l'Australie à la fin des années 1960. Mais bon, ok, maintenant remontons le 17 décembre 1967, où Holt, avec quelques amis, s'arrête sur une plage du nom de Cheviot Beach pour aller nager un petit peu. Bon, à ce moment-là, la mer est agitée, mais Holt, il décide d'aller quand même piquer une tête. Et du coup, il se dit, oh, c'est quand même super, il va assez loin, il s'éloigne du rivage, et là, il est comme avalé par une vague avant de tout simplement disparaître. À partir de là, une opération de grande envergure est déployée en Australie dans le but de le retrouver, mais en vain. Impossible de savoir où est-ce qu'il aurait pu partir. Et du coup, le lendemain de l'accident, il sera considéré comme disparu et surtout décédé. Sauf que pour beaucoup, ça, ce n'est pas un accident. En fait, la plus grande théorie viendra de Ronald Combe, qui est un ancien officier de la marine australienne. Comme la majorité des gens, je trouve qu'il y a beaucoup de questions laissées sans réponse suite à la disparition de Holt. Et j'avais pas mal de doutes. Un jour, en 1973, alors que je suis en Irak pour affaires, je suis mêlé à une curieuse conversation avec un Irakien qui m'apprend qu'une personne de haut rang australienne a trouvé refuge en Chine. Aucun doute, ça ne peut être qu'Harold Holt. Et donc, le jour de sa disparition, Holt aurait donc volontairement plongé dans cette mer qui est agitée, dans le but de rejoindre un sous-marin chinois qui était stationné près de la plage. Et là, il aurait donc rejoint la Chine pour lequel il était déjà un espion depuis déjà plusieurs années. Et là, pour revenir au bercail en mode anonymat. Projet Bluebeam. Bon, ok, plutôt je vous parlais du nouvel ordre mondial, mais là je vais quand même vous parler d'un de leurs outils supposés, et donc c'est le projet Bluebeam. Et en fait, la théorie qui en découle a été répandue par un journaliste canadien du nom de Serge Monast. Et en fait, ce projet-là, c'est une sorte de plan secret géré par des élites mondiales et potentiellement en collaboration avec la NASA. Et son but, c'est de manipuler la population à travers des événements soit surnaturels, soit artificiels. Donc c'est-à-dire simuler des trucs qui sont magiques, divins, dans le but de faire flipper ou de rendre complètement hystériques les gens. Et donc avec des technologies qu'on connaît pas, comme des sortes de projections holographiques à grande échelle qui projetteraient des images réalistes d'ovnis dans le ciel pour susciter une certaine confusion ou même de la peur. Mais il serait aussi question de manipulation d'ondes cérébrales grâce à des technologies avancées pour influencer des pensées ou des émotions chez les gens. Mais aussi, parce que ça suffit pas, pouvoir manipuler en fait des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre ou même des tsunamis. En tout cas, quelques années après avoir parlé de cette théorie, le mec en question qui en a causé, donc Serge Monast, il va décéder d'une crise cardiaque. Sauf que pour beaucoup de personnes qui croyaient justement au projet Bluebeam, la vérité serait tout autre. Il aurait été juste zigouillé parce qu'il devenait trop gênant. Disparition du vol Malaysia Airlines MH370. Alors nous sommes le 8 mars 2014 et un Boeing 777 de la Malaysia Airlines quitte Kuala Lumpur à destination de Pékin. Bon, là tout se passe bien sauf que quelques dizaines de minutes après le décollage et alors que l'avion survole la mer de Chine, il disparaît de tous les radars et plus personne n'arrive à contacter l'appareil. Là, des recherches de très grande envergure vont rapidement être organisées, pas de crash en mer visible, aucune trace de l'avion. Et les 239 personnes à bord du Boeing, dont 4 Français, disparaissent purement et simplement. En fait, à partir de ce moment-là, toutes sortes de théories vont commencer à circuler. Par exemple, le pilote aurait détourné le vol avant de se crasher volontairement en plein milieu de l'océan Indien. Et en parallèle, il y a un journaliste qui dit que la Russie pourrait être liée à cette disparition. Et donc, elle aurait alors détourné l'avion électroniquement pour le poser au Kazakhstan. Vous voyez, le Kazakhstan, c'est là quand même. En plus, c'est pas non plus tout à fait à côté. Et donc, il faudra attendre des mois, des années même,
pour retrouver les tout premiers débris. Et après beaucoup de recherches et expertises, effectivement, on va dire, eh bien, c'est bien les débris de l'avion MH370. Et ces débris vont être retrouvés sur les côtes africaines. Pour les familles des victimes qui n'ont pas pu faire leur deuil puisqu'il n'y avait pas de corps, il y a vraiment trop de part d'ombre. Et un avion comme ça ne peut pas disparaître. C'est pas possible. C'est sûr qu'on nous cache quelque chose. Cette disparition, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas une erreur de pilotage. C'est quelque chose qui a été fait consciemment. Il y a un certain nombre de gens qui nous cachent la vérité. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire éclater la vérité. J'ai passé beaucoup de temps à la chercher, mais j'ai fini par comprendre que je me battais contre des gens beaucoup plus forts que moi. Après, il y a aussi d'autres théories qui avancent que les États-Unis sont mêlés à cette histoire et qu'ils auraient abattu l'avion avant de semer tout simplement les pièces un peu partout pour faire croire à un crash. Mais en tout cas, l'enquête est officiellement close du côté malaisien. Il n'y a pas vraiment d'explication qui en était ressortie parce que selon eux, il est impossible d'être sûr de quoi que ce soit. La CIA et le trafic de drogue. Alors, est-ce que selon vous, la CIA, donc l'agence de renseignement la plus connue des États-Unis, a pu tremper dans le trafic de drogue? Eh bien ça, c'est ce qu'avancent pas mal de personnes. Alors évidemment, pour cette théorie, personne ne pense que la CIA aurait vendu directement de la drogue. C'était pas des trafiquants de drogue, mais il semblerait que, selon eux, elle aurait utilisé ce trafic à diverses reprises pour son propre intérêt, et par extension, celui des États-Unis. Et là, il faut remonter dans les années 80. J'en avais parlé notamment sur ma vidéo sur la chaîne Poisson Fécond sur El Chapo. Donc voilà, le Big Boss est l'un des plus gros narcotrafiquants au monde. Et donc, comme je le dis dans la vidéo, la CIA aurait laissé le trafic de drogue entre la Colombie, le Mexique et les États-Unis se dérouler, comme ça, tranquillou, alors qu'ils auraient pu l'arrêter, bien sûr. Et s'ils l'auraient laissé se dérouler, c'était qu'en échange du fait de ne pas s'immiscer dedans, ils toucheraient des sortes de royalties, on va dire, pour indirectement empêcher en fait la montée du marxisme au Nicaragua. Donc concrètement, pour empêcher en fait des communistes de foutre la merde pas très loin de chez eux. Et au Venezuela, donc juste ici, la CIA aurait travaillé avec l'unité anti-drogue du pays, afin de faire passer de la marchandise, donc de la drogue, dans le but d'infiltrer un de leurs membres. Sauf qu'il n'y a pas qu'en Amérique du Sud où il y a des histoires, parce qu'on pourrait aussi regarder du côté de l'Afghanistan, parce que là-bas, la CIA aurait encouragé la production d'héroïne pour financer des opérations de sorte à empêcher la montée du communisme, qui, je le rappelle encore une fois, est l'ennemi juré des États-Unis. Et ça, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Et à l'origine de ces théories, il y a des historiens, des professeurs, des journalistes ou même des écrivains qui auraient bûché sur le sujet. Suite à ça, le gouvernement aurait mené des enquêtes pour en savoir un peu plus, mais il n'y a pas de quoi stopper les différentes théories. La mort de Jeffrey Epstein. Bon, vous avez peut-être déjà entendu parler de Jeffrey Epstein. Alors pour la petite histoire, en fait, c'est un homme d'affaires américain, mais ce qui nous intéresse, c'est pas son business, mais ce sont les dessous. Parce que ce dernier s'est révélé être un criminel qui, entre autres, aurait emmené des enfants de parfois 10-11 ans sur une île privée pour faire des choses avec eux. Sauf que ce qui est encore plus intéressant, c'est pas ce qu'il aurait fait avec ses enfants là-bas, mais aussi les gens qu'il y aurait invités. Et donc, des journalistes ont réussi à récupérer cette fameuse liste et on trouve énormément de personnes connues, venant d'horizons très différentes. Bill Clinton, Donald Trump, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, George Lucas, Michael Jackson ou même Bruce Willis. Et même si tout ça, quand même, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, le fait que Epstein soit un pédophile, ça c'est acté. Mais nous, c'est pas de ce côté qu'on va regarder pour notre théorie du complot, mais du côté plutôt de sa mort. Parce que le 10 août 2019, Epstein, en effet, était retrouvé pendu dans sa cellule. Alors là, sur le papier, ça ressemble à un suicide, mais rapidement, il y en a beaucoup qui vont voir ça comme une sorte de porte de sortie très facile pour beaucoup de personnalités qui auraient été accusées et qui auraient peut-être été trop imbibées dans cette affaire. Et comme il y a quand même beaucoup de personnes très hautes placées, vous avez vu la liste avant, la thèse du suicide n'est pas tout à fait crédible pour beaucoup. Surtout qu'en fait, ce gars-là était censé être surveillé H24. À partir de là, le médecin légiste a quand même fait une autopsie, et pour lui, c'était ok, c'était bien un suicide. Et suite à ça, le journal très connu, le New York Times, a publié un papier qui remettait le rapport d'autopsie en question. Énormément de personnes continuent donc à penser que ce serait plutôt un meurtre maquillé en suicide pour qu'il emporte avec lui les secrets dans la tombe. Mais du coup, ok, il est temps pour nous de descendre encore un peu plus profondément, où il va être question cette fois-ci de lavage de cerveau ou même d'armes nucléaires. CCA XXA. Et pour attaquer les grandes profondeurs, je vais rapido vous parler d'une théorie du complot qui n'en est finalement pas une. Parce qu'en effet, certaines choses très douteuses et questionnables sont déjà arrivées. Et c'est d'ailleurs pour ça que les théories du complot ont le vent en poupe. Et là, justement, laissez-moi vous parler du projet MKUltra, qui est un programme de la CIA et qui avait pour but de trouver des techniques de contrôle de programmation de l'esprit humain.
Et donc ça s'est vraiment passé, il y a eu des expérimentations, et si on sait tout ça maintenant, c'est que les dossiers ont été déclassifiés. Là, pour notre histoire qui nous intéresse, c'est le CCA-XX1, qui selon des théories aurait été une des méthodes de ce fameux programme MKUltra. Autant il y a plein de trucs qui ont été déclassifiés, autant cette chose-là, ça n'a pas été le cas. Ce CCA-XX1, c'est une sorte de virus visuel qui, à travers une image, va directement affecter votre esprit, vos pensées, par extension votre comportement. Et d'ailleurs, dans la même logique que les chemtrails qu'on a vu plus tôt, ce virus visuel serait bien évidemment propagé pour rendre l'humanité plus docile. Et donc de pouvoir façonner les humains de la façon dont les élites ont envie qu'ils soient. Des moutons, des trucs comme ça quoi. Ce qui fait d'ailleurs sens puisque c'était exactement l'objectif de ce programme-là, qui était officiel. Et en fait, quand divers documents du projet MKUltra ont été révélés, il a été clairement établi qu'il y avait eu des tests effectués sur des humains à travers différentes substances. Et ces substances, elles avaient différents buts. Par exemple, favoriser la confusion ou l'impulsivité, altérer les capacités mentales ou la perception, provoquer de l'amnésie, créer des hallucinations visuelles ou auditives, notamment avec plein de techniques différentes. Ils avaient testé de l'hypnose, des psychédéliques, des drogues et compagnie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si à travers le MKUltra, il y a beaucoup de choses qui ont été dévoilées, il est probable que les choses les plus sombres ont été encore conservées secrètes, selon les gens qui croient à cette théorie, comme ce fameux virus visuel qui aurait pu exister. Mars is a warning. Celle qu'on appelle la planète rouge, elle a cette couleur à cause de l'oxyde de fer qui recouvre son sol. Voilà, ça c'est la raison scientifique. Mais selon certaines personnes, Mars serait peut-être rouge à cause de nous, les humains. Pour eux, on aurait peut-être flingué cette planète quand on habitait encore là-bas avant de nous réfugier sur Terre. Mars n'est pas naturellement rouge. Vous voulez savoir ce qui peut amener une planète à devenir rouge et à changer après quelques millions d'années? Si suffisamment d'armes nucléaires explosent sur une planète, la première chose qui se produirait serait un hiver nucléaire qui peut durer de 100 à 1000 ans selon les quantités de cendres présentes dans l'atmosphère. Une fois que toutes les ressources naturelles ont été épuisées par l'hiver nucléaire, la planète devient rouge à cause de la poussière. Ma théorie est que nous venons de Mars, après avoir épuisé toutes ses ressources naturelles et l'avoir détruite avec des bombes nucléaires. Bref, une théorie du complot un peu lunaire mais qui a quand même trouvé son audience. D'ailleurs, pour rester sur le thème, à savoir Mars et les bombes nucléaires, est-ce que vous connaissez la petite idée qu'avait eu Elon Musk? Comme vous le savez, le gars qui a quand même fondé SpaceX, qui envoie des fusées, machin, etc. Lui, son rêve, c'est de coloniser Mars. Mais l'un des problèmes, c'est que sur Mars, il fait beaucoup plus froid que sur Terre. Pour rappel, la température de surface de Mars, en moyenne, c'est moins 63 degrés, alors que la Terre, c'est 15 degrés. Bon, c'est pas le seul problème. Mais en tout cas, une idée qu'avait avancé Musk pour réchauffer l'atmosphère, c'était de tout simplement larguer des bombes thermonucléaires au pôle pour essayer de faire fondre la glace qui s'y trouvait et donc, par effet un peu cascade, créer un effet de serre qui fait que ça pourrait réchauffer la planète. Glande pinéale. Bon, on va faire une petite parenthèse là sur le corps humain. On l'a pas trop exploré pour l'instant dans cet iceberg. Est-ce que vous savez ce que c'est la glande pinéale? En fait, c'est une petite glande présente dans notre cerveau et qui sécrète de la mélatonine, qui est aussi connue sous le nom de l'hormone du sommeil. Alors, en gros, si vous sécrétez pas la mélatonine, vous n'avez pas envie de dormir, quoi. Et en fait, il faut savoir que cette petite glande qui se trouve quasiment au centre de notre cerveau, elle fascine l'humanité depuis maintenant très longtemps. Et dès le XVIIe siècle, en fait, pour Descartes, la glande pinéale servait de point de contact entre notre âme immatérielle et le corps physique, donc bien réel. En parallèle, du côté de l'hindouisme, elle serait perçue comme le troisième œil, et là encore, elle aurait une grande valeur spirituelle. Donc voilà, d'un côté, c'est une partie du corps bien réel, et de l'autre, il y en a qui lui attribuent des trucs un peu plus ésotériques. Et là, il en fallait pas plus pour que pas mal de théories commencent à apparaître dès les années 90. Beaucoup de gens ont commencé à avancer que si l'eau contient autant de fluor, c'était pour endommager la glande pinéale, dans le but de diminuer les capacités spirituelles et psychiques de la population. Parce que comme vous le savez, glande pinéale serait un peu la porte d'entrée en fait de notre âme. Mais un peu plus tard, ce sont les ondes des téléphones portables, mais également le Wi-Fi qui ont été accusés d'endommager cette même glande. D'ailleurs, plus récemment, il y a même une théorie encore plus bizarre qui a fait parler d'elle. Et il s'agit des thermomètres infrarouges. Et selon ces complotistes, ce thermomètre-là aurait été créé pour endommager votre glande pinéale à travers les rayons qu'elle contient. Justement, toutes ces théories seraient liées par une même croyance commune. Parce qu'en fait, sans rentrer dans les détails, selon certaines recherches qui ont bien été menées, donc réelles, notre glande pinéale contiendrait des microcristaux qui ont certaines propriétés. Et ces fameuses propriétés les rendraient sensibles notamment aux ondes électromagnétiques, qui seraient donc émises par notamment les téléphones portables, etc. Tout ça, les thermomètres infrarouges, l'eau, les téléphones, auraient pour but, encore une fois, d'asservir l'humanité. Événement programmé.
Il y a fort à parier que vous avez au moins regardé une fois dans votre vie un épisode des Simpsons. Et même si c'est une série quand même de qualité, selon certaines personnes, il y a parfois quand même des drôles de coïncidences. Donc des événements qui se passent dans la série et qui arrivent dans la vraie vie, parfois des années plus tard. Et donc, selon certains, tout ça serait scripté. Et en fait, ces fictions serviraient à préparer l'humanité à ces choses-là. Et c'est alors là qu'entrent en jeu les événements programmés et la théorie qui va avec, la programmation prédictive. La programmation prédictive est une forme subtile de conditionnement psychologique fournie par les médias pour familiariser le public avec les changements sociétaux planifiés qui doivent être mis en œuvre par nos dirigeants. Si et quand ces changements seront mis en œuvre, le public sera déjà familiarisé avec eux et les acceptera comme des progrès naturels, réduisant ainsi la résistance et l'agitation possible du public. Et donc les différents gouvernements seraient donc derrière tout ça en utilisant notamment des œuvres de fiction. Et pour en revenir d'ailleurs à nos Simpsons, en vrai c'est quand même troublant, car entre autres ils ont prédit Donald Trump, président des États-Unis, 16 ans auparavant, mais aussi le fait que Disney rachète la Fox 19 ans avant, le scandale de la corruption à la FIFA quelques mois avant, la construction du bâtiment The Sharp à Londres 14 ans avant, ou encore la date de la chute des tours jumelles. En fait, selon les défenseurs de cette théorie, comme Alex Jones ou même David Icke, il y a une raison pour laquelle ça se passe par les films ou alors les œuvres de fiction. Parce qu'en effet, quand quelqu'un veut se divertir, il est un peu moins sur ses gardes. Il ouvre les portes d'entrée, quoi. Ce qui va permettre aux messages plus ou moins subliminaux d'atteindre directement son subconscient. Et les théoriciens d'ailleurs avancent qu'il s'agit d'une sorte de prophétie autoréalisatrice. Car une fois qu'une attente est créée, que les images existent dans le cerveau de la personne, elle sera amenée à accepter cela plus facilement quand ça arrive. Et on continue notre plongée pour atteindre les abysses, où il sera question là d'enlèvement d'enfants, mais aussi du bateau le plus connu du monde. Titanic. Bon, quoi de mieux pour parler du niveau des abysses dans un iceberg que le Titanic? Là, on est dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, alors que le bateau, avec ses fameuses 4 cheminées, a fait plus de la moitié du trajet entre l'Europe et les États-Unis, et où il va là heurter un iceberg. Ce qui va alors le faire couler en moins de 3 heures et provoquer la mort d'environ 1500 personnes. Et si tout ça n'avait pas été simplement un accident ? Si ça avait été prémédité. Si le Titanic avait volontairement heurté un iceberg pour servir les intérêts d'un homme. Et bien ça, c'est ce que pensent pas mal de complotistes. Parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de John Pierpont Morgan, plus connu sous le nom de JP Morgan. Et d'ailleurs, il a donné le nom à l'une des banques les plus célèbres du monde, la JP Morgan. Et à l'époque, le mec, il milite pour la création de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc voilà, une grande banque, quoi. Suite à plusieurs crises financières qui étaient un peu chiantes. Et en plus de ça, d'autres hommes très riches de l'époque auraient été opposés à ce projet. Donc des hommes très fortunés, très riches et avec beaucoup d'influence. Et surtout des hommes qui étaient tous à bord du Titanic ce soir-là. Et ce qui est quand même bien, parce que s'il disparaissait, ce serait donc quand même une sacrée épine dans le pied que le gars se serait retiré. D'ailleurs, cette théorie est aussi pas mal appuyée sur le fait que JP Morgan lui-même devait être à bord du Titanic. Avant de finalement changer d'avis et de ne pas embarquer. Une autre théorie avance que ce n'est pas le Titanic qui repose au fond de l'océan, mais un de ses bateaux jumeaux, possédés par la même compagnie, et donc le nom de ce bateau c'était l'Olympique. Parce qu'il se trouve qu'en 1911, un an avant le naufrage du Titanic, l'Olympique, donc son jumeau, se fait percuter par un croiseur de la Royal Navy. Là, il est dans un sale état et il y a pas mal de réparations à faire. Vu que les réparations coûtent la peau du cul, certains complotistes accusent la compagnie qui possède le Titanic et compagnie d'avoir échangé les deux bateaux pour faire couler délibérément le navire, histoire d'encaisser en même temps tout l'argent des assurances. Mais le petit souci là-dedans, c'est que même si les navires se ressemblent beaucoup, il y a en vrai quand même pas mal de différences. C'est pas non plus des purs jumeaux. Et surtout, l'Olympique, il a été pris en photo à New York, le jour où le Titanic a quitté l'Angleterre. Sauf que pour les conspirationnistes, ce n'est pas une preuve suffisante et ça aurait pu être aussi trafiqué. Les enlèvements de la Comic-Con. Vous connaissez sans doute la Comic-Con. C'est quand même le festival de bande dessinée le plus connu au monde, où des petits et des grands artistes se pressent chaque année, et où énormément de public viennent évidemment. Donc il y a des stands de comics, des conférences, des présentations de films ou de séries, des défilés de cosplay, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et si ce salon cachait quelque chose qui touche une partie bien plus spécifique de son audience, qui sont les enfants. Parce que selon une théorie du complot, les organisations se serviraient de la Comic-Con pour choisir des enfants et les enlever. En fait, les cibles en question sont des enfants qui ont un QI très élevé, en plus d'avoir des capacités uniques ou des talents qui sortent de l'ordinaire. Et en fait, suite à ces enlèvements, les gosses en question seraient intégrés à des sortes de programmes clandestins qui exploitent leurs capacités dans un but secret. Parce qu'en fait, cette théorie, elle a commencé à émerger à la fin des années 90, sur des forums internet dédiés aux comics. Parce qu'en fait, plusieurs personnes affirment avoir vu des individus à la recherche d'enfants.
Ça prend alors rapidement de l'ampleur, car il y a pas mal d'utilisateurs qui ont commencé à dire qu'ils avaient observé des choses bizarres, allant dans le sens de cette théorie. D'ailleurs, par la suite, on a carrément eu le droit à des personnes qui affirment avoir été victimes de ce système de recrutement un peu forcé. En fait, sur Reddit, certains utilisateurs avancent même que les organisateurs de la Comic-Con sont au courant de cette pratique, mais qu'ils recevraient une petite enveloppe pour fermer les yeux, quoi. Après, c'est pas non plus un secret. Il y a effectivement des gens qui s'appellent des chasseurs de talents qui se rendent à cette conférence, ainsi que dans d'autres conférences, justement pour trouver des talents inexploités. Et là, leur but à eux, ce serait juste de dénicher des petites pépites pour leur proposer après un job, soit lié au fait d'être scénariste, alors dessinateur, des trucs comme ça. Ok, mais est-ce que ce serait pas juste la face visible de l'iceberg, ces chasseurs de talents, qui cacheraient des choses beaucoup plus sombres? Eh bien ça, c'est ce que pensent les gens qui croient à ça. Tuerie de l'école primaire Sandy Hook. Alors aux États-Unis, les fusillades dans les établissements scolaires sont malheureusement un sport national. Et même si ça touche en majorité les lycées et les universités, les écoles primaires, avec les enfants bien plus petits, sont aussi atteintes. Et ça, c'est ce qui est par exemple tragiquement arrivé dans l'école primaire de Sandy Hook, dans la ville de Newtown, vous voyez juste là, le 14 décembre 2012. Et ce jour-là, Adam Lanza, 20 ans, s'équipe de plusieurs armes qui se trouvent à son domicile. Il se trouve que comme sa mère est une survivaliste, ils sont quand même bien équipés dans tous les sens du terme, notamment en armes. Et avant de quitter son domicile, Adam va commencer par un petit meurtre en tuant sa mère, avant de se diriger vers l'école primaire Sandy Hook. Là, arrivé sur place, et malgré un système de sécurité, il pénètre dans le bâtiment et il abat froidement 6 enseignantes et membres du personnel de l'école. Mais surtout, et comble de l'horreur, il va tuer 20 enfants âgés de 6 à 7 ans, avant de se donner la mort d'une balle dans la tête. Et c'est clairement l'une des fusillades les plus graves et les plus tragiques de l'histoire des États-Unis, qui a rapidement soulevé des théories du complot. Et là-dedans, la chose qui revient le plus souvent, c'est que ce serait une mise en scène géante à un exercice grandeur nature qui aurait été orchestré tout simplement par le gouvernement Obama, dans le but de mettre en place un contrôle des armes, dans le sens où les gens trouveraient ça horrible, suffisamment horrible pour les aider à mettre des lois qui vont encadrer ça. Et l'un des hommes qui soutient le plus cette théorie, c'est Alex Jones, dont on avait déjà parlé plus tôt, avec l'explosion de la plateforme pétrolière. Mon intuition me dit qu'avec le timing et tout ce qui s'est passé, c'est une mise en scène. Plusieurs mois avant cet événement, j'avais prévenu qu'il fallait se préparer à des fusillades de masse, et comme par magie, ça arrive. On doit envoyer des enquêteurs privés à Sandy Hook tout de suite, parce que je vous le dis, ça pue au plus haut point. Il n'y a qu'à regarder du côté des interviews données par les parents. Hors caméra, ils rigolent entre eux, et dès qu'ils passent devant les objectifs, leur visage change complètement et ils se mettent à pleurer. Je parle pas d'un cas isolé, mais de plusieurs d'entre eux. J'ai regardé les images et ça ressemble vraiment à un exercice. Mais en parallèle, il y a deux hommes, James Fetzer et Mike Palecek, qui ont carrément écrit un bouquin. Bon, à partir de là, les parents des victimes ont décidé d'attaquer les différents conspirationnistes pour diffamation, comme si le fait de faire le deuil de leurs enfants n'était pas assez compliqué. Et donc, l'un des auteurs du bouquin et Alex Jones ont été condamnés à verser des centaines de milliers de dollars pour l'un et des millions de dollars pour l'autre. Ça les a un peu calmés peut-être. D'ailleurs, encore aujourd'hui, plus de 10 ans après cette horreur, il y a encore beaucoup de complotistes qui croient encore à un coup monté. Les enfants esclaves de Mars. Et en fait, cette théorie-là, elle nous vient d'un certain Robert David Seal, qui serait un ex-agent de la CIA. Nous pensons qu'il existe une colonie sur Mars peuplée d'enfants qui ont été kidnappés et envoyés dans l'espace pour un voyage de 20 ans. Une fois arrivés sur Mars, ils n'ont d'autre choix que de devenir les esclaves de la colonie martienne. En fait, pour lui, ces enfants ont été envoyés sur la planète rouge pendant plus de 2 décennies, entre les années 80 et 90. Et cette théorie a surtout été avancée quelques jours après que Curiosity, donc le robot qui a atterri sur Mars, a envoyé des images donc de la planète et que bien évidemment le monde entier, notamment les complotistes, ont épluché. Et sur les photos que vous voyez justement, rapidement, il y en a qui ont pensé que ces trucs-là ressemblaient pas mal à des ossements. C'était pas la première fois que des vidéos, même des photos viennent de Curiosity. En vérité, ce n'est pas des ossements, selon en tout cas ce que disent les scientifiques, mais néanmoins, il en fallait pas plus à la communauté des complotistes. Parce que d'ailleurs, d'après eux, plus de 90% des missions qui sont menées par la NASA seraient secrètes, et le fait qu'ils envoient des gens, plus particulièrement des enfants sur Mars, est donc tout à fait possible. Mais le problème, c'est que cette théorie a pris tellement d'ampleur et tellement rapidement que la NASA a dû faire un communiqué pour dire évidemment que tout ça, c'était pas vrai. La pensée récentiste. Pour terminer en beauté nos abysses, là, je vais vous parler d'un truc un peu bizarre qui s'appelle la nouvelle chronologie, qu'on appelle aussi la pensée récentiste. Alors pour comprendre un peu plus le truc, il faut aller en Russie et aller voir le mathématicien qui est en même temps docteur en sciences et professeur Anatoly Fomenko. En fait, du côté de Fomenko, tout ce qui concerne l'histoire, comme on nous l'a appris, est à jeter à la poubelle. Parce
que globalement, elle a été écrite ou réécrite par des groupes occultes au XVe siècle. Jusqu'au XVIe siècle, les historiens et les traducteurs ont souvent attribué des dates et des lieux différents aux différents récits de mêmes faits historiques, créant ainsi de multiples copies fantômes de ces événements. De fait, ces copies fantômes étaient souvent mal datées de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, et ont fini par être intégrées dans la chronologie conventionnelle. Cette chronologie a été largement fabriquée par Joseph Justus Scaliger, et elle représente un vaste ensemble de dates avancées sans aucune justification, contenant des séquences répétitives de dates. En fait, pour Fomenko et les autres personnes qui défendent cette théorie, notre histoire doit être vue sous un prisme mathématique et astronomique. Et d'ailleurs, le gars est quand même très déter puisqu'il a quand même écrit 7 bouquins sur le sujet. Et comme il est mathématicien, évidemment, lui, il s'est basé sur des centaines de graphiques et d'illustrations, ainsi que, selon lui, sur plus de 1500 sources, comme des copies d'anciens manuscrits mathématiques. Et en tout cas, pour Fomenko, il se trouve que Jésus, donc le Jésus qu'on connaît, qui serait à peu près, qui aurait vécu autour de l'an 0 techniquement, ce serait pas du tout le cas, mais il aurait plutôt vécu vers l'an 1100. Du côté des pyramides de Gizeh, où on estime leur construction à 2500 ans avant Jésus-Christ, eh bien pour Fomenko, là encore, il faudrait remonter plutôt aux années 1400, elles auraient été construites plutôt par des colons russes. Alors bon, si à partir de là c'est compliqué de savoir combien de personnes croient réellement à cette théorie, on est loin d'une simple poignée d'amateurs. Parmi les défenseurs et les croyants de ce qu'on appelle la nouvelle chronologie, on retrouve entre autres un certain Garry Kasparov. Et si ça vous dit rien, eh bien, c'était le meilleur joueur d'échecs au monde, avant d'être battu par Big Blue, donc une intelligence artificielle. Et maintenant, glissons dans le fond du fond avec les ténèbres, où nous allons parler de meurtres, de choses sordides qui sont arrivées à des enfants et d'une deuxième humanité. Brian Laundrie, Gabi Petito. Alors bienvenue dans les ténèbres. Si vous passez beaucoup de temps sur TikTok, vous avez sans doute entendu parler de Brian Laundrie et de Gabi Petito. C'était au début des années 2020. En fait, c'était un couple d'influenceurs qui avait pour habitude de parcourir les États-Unis en van et de partager leur quotidien. Et en 2021, le couple part dans un road trip à travers les USA en partageant logiquement leur parcours. Cependant, ce voyage ne va pas se passer aussi bien que prévu, car il y aura des coups et des violences entre les deux. Et ça va d'ailleurs faire l'objet d'une rencontre avec la police. Comme l'impose la loi aux États-Unis, tout ça a été filmé, donc on a la date précise et les preuves pour ça. Et donc là, il y a quand même une discussion qui a duré plus d'1 heure. Et au cours de ce long échange, Gabi avoue avoir giflé Brian, parce que lui, il l'avait menacé de l'abandonner sur le bord de la route. Mais surtout, elle précise qu'il a été violent avec elle. He just grabbed you? Yeah. Did he hit you though? I mean, it's okay if you're saying you hit him, and then I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. I guess, yeah, but I hit him first. Where did he hit you? Don't worry, just be honest. He grabbed my face, just like this. He didn't hit me in the face, he didn't punch me in the face or anything. Did he slap your face or what? Well, he grabbed me with his nail, and I guess that's why I definitely have a cut right here, because I could feel it. Yeah. When I touch it, it burns. À partir de là, la police conseille quand même à Brian de porter plainte contre sa petite amie. Et donc là, la rencontre avec la police ne sera que le début du cauchemar, parce que quelques jours plus tard, Gabi Petito est portée disparue. Et plus d'1 mois après cette disparition inquiétante, le corps de la jeune femme sera retrouvé et après l'autopsie, on conclut qu'il s'agit d'un homicide et qu'elle a été étranglée quelques jours après la rencontre avec la police. Évidemment, là, le premier suspect, c'est Brian, qui entre-temps vient de rentrer chez ses parents avant de vite se volatiliser pour de bon. À partir de là, il est en cavale, on ne sait pas où il est, mais sa mère tente de lui écrire. Et là, la lettre, c'est celle-là. Si tu es en prison, je te ferai un gâteau. Si tu dois te débarrasser d'un corps, j'arriverai avec une pelle et des sacs poubelles. Je veux juste que tu te souviennes que je t'aimerai toujours et que je sais que tu m'aimeras toujours. Tu es mon garçon. Rien ne peut ou ne pourra jamais nous séparer. Peu importe ce que nous faisons, où nous allons ou ce que nous disons, nous nous aimerons toujours. Là, plusieurs mois vont alors se passer jusqu'à ce qu'on arrive au 21 janvier 2022, où Brian Laundrie est retrouvé mort après s'être suicidé. Et à côté de lui, il y a un carnet avec des notes à l'intérieur. Je pensais lui apporter la miséricorde. Je pensais que c'était ce qu'elle voulait. Je vois maintenant toutes les erreurs que j'ai commises. J'ai paniqué, j'étais choqué. Mais à partir du moment où j'ai décidé de lui enlever sa douleur, j'ai su que je ne pouvais pas continuer sans elle. Donc là, clairement, une sordide affaire, un fait divers assez atroce qui se termine avec la mort de Brian Laundrie, sauf si, bien entendu, il était encore en vie. Parce que rapidement, il y a une théorie qui va enflammer Internet, et si les restes retrouvés n'étaient pas ceux de Brian, mais ceux de son frère jumeau, qui serait lui décédé quelques années plus tôt. Parce qu'en fait, depuis le début de l'enquête, cette histoire de jumeaux est présente, sans jamais savoir si c'est vraiment le cas. Parce que officiellement, on ne lui reconnaît qu'une seule sœur. Mais pour les enquêteurs du web, tout ce que racontent les médias et surtout la famille de Brian est donc
probablement faux. Et ils dissimulent la vérité pour protéger leur fils, sachant que comme on l'avait vu avec la lettre de la mère, elle semblait plutôt prête à tout. Et donc au cours de l'affaire, plusieurs sosies de Brian ont été arrêtés à différents endroits du pays, ce qui pourrait renforcer la théorie d'un autre. Mais le truc c'est que les parents de Gabi, de son ex, semblent aussi croire à cette hypothèse. Et d'ailleurs le père l'a même déclaré lors d'une émission de télé, devant des millions de personnes. Je pense qu'il est dehors à se cacher quelque part parce que c'est un lâche. Je pourrais utiliser d'autres mots, mais je peux pas les utiliser dans votre émission. Tous ceux qui ont vécu dans cette maison sont des lâches. Ils ne savent pas comment se défendre pour leurs actions. Et si le FBI a pourtant assuré, grâce aux empreintes dentaires, que c'était bien le corps de Brian qui a été retrouvé, ça ne suffit pas à calmer tout le monde. Pizzagate. Alors depuis que la politique existe, il y a toujours eu des rumeurs et des tentatives de déstabilisation dans le but de décrédibiliser un adversaire. Voilà, ça fait partie du jeu politique, machin, bon c'est des échecs quoi. Mais là, l'histoire dont je vais vous parler prend des proportions beaucoup plus graves. Bon, vous connaissez peut-être le Wikileaks, donc vous savez, cette organisation qui publie des documents classifiés, qui souvent vont faire un peu tache d'huile, qui vont éclabousser des gens publics parce qu'il y a des choses illégales dans lesquels ils étaient mêlés. Et en 2016, quelques semaines avant l'élection présidentielle américaine, vous savez, il y avait Hillary Clinton contre Donald Trump, et c'est Trump qui avait gagné, il y a une salve de mails qui ont été révélés au grand public, dont les mails d'un certain John Podesta, qui est tout simplement le directeur de campagne de Hillary Clinton. Et en parallèle de ça, il faut savoir que Hillary Clinton, elle fait l'objet d'une enquête liée à de la pornographie, car elle serait rattachée plus ou moins directement à des choses assez sombres. À partir de là, les communautés notamment de 4chan ou de Reddit vont éplucher tous les mails de son directeur de campagne une fois ces derniers révélés. Et là, rapidement et en remontant à des années, les internautes trouvent qu'il existe déjà des soupçons de pédophilie sur John Podesta. Et que son frère, Tony, a également des passions spéciales. Quand j'entends spécial, c'est-à-dire que c'est des œuvres d'art avec beaucoup d'enfants dedans, quoi. Et à partir de là, une pizzeria bien précise est vite identifiée, le Comet à Washington, qui là encore cristallise beaucoup de questions, car son proprio serait aussi soupçonné de choses illégales. Dans les mails de John Podesta, on retrouve différentes commandes à base de hot dog, de pâtes ou encore de pizza. Mais il y a surtout de très fortes chances que ce soit des noms de code, pour des choses n'ayant aucun rapport avec de la nourriture. En vrac, il y aurait par exemple pizza égale fille, fromage égale petite fille, pâte petit garçon, glace prostituée au masculin, noix personne de couleur, carte, semence, sauce, orgie. De fait, des mails comme celui-ci peuvent donc avoir un sens totalement différent. Les choses vont ensuite dégénérer car plusieurs défenseurs de cette théorie vont directement se rendre dans la pizzeria pour notamment menacer le proprio et les employés, pour essayer de les faire avouer quoi. Et là, début décembre 2016, un homme, Edgar Welch, va carrément pénétrer dans la pizzeria avec un fusil d'assaut. Il va ensuite menacer un employé et ouvrir le feu sans blesser personne, quoi. La police va l'arrêter et il va alors expliquer qu'il était venu enquêter lui-même pour sauver les enfants qui étaient retenus en esclaves sexuels. Là, beaucoup de défenseurs de cette théorie mettent en avant le fait que Bill Clinton puisse être aussi mêlé à tout ça. En plus, lui, il avait été président des États-Unis avant. Sachant que quand même, Bill Clinton était quand même assez proche de Jeffrey Epstein, le fameux pédocriminel qui avait une île où il a invité des stars à faire... Et surtout, Bill Clinton lui-même est accusé depuis assez longtemps de plusieurs agressions sexuelles qu'il a toujours toutes réfutées d'ailleurs. Donc bref, existe-t-il vraiment ou a-t-il vraiment existé un réseau de ce type avec une pizzeria en guise de couverture? Est-ce que certains éléments sortis de leur contexte sont quand même véridiques? Et est-ce que si toute cette affaire ne l'avait pas saucé, Hillary Clinton aurait pu gagner les élections américaines? Évidemment, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de suspense sur tout ça, et tous les services de police aux États-Unis ont démenti qu'une telle chose puisse exister. Adrénochrome. Alors là, restons dans la thématique des enfants et de le très glauque, parce que il faut que je vous parle de l'adrénochrome, qui est un composé issu de l'oxydation de l'adrénaline. Et donc, dans les années 50 et 60, des chercheurs et des psychiatres ont tenté de démontrer les effets hallucinogènes de cette substance. Mais ça n'a rien donné. Et pour notre théorie du complot à nous, il faut dans un premier temps se pencher du côté de la fiction, et précisément dans le roman Las Vegas Parano d'Hunter Thompson. En fait, dans son bouquin, l'auteur parle de l'adrénochrome, qui est une substance qui est extraite de la glande surrénale, d'un sujet encore vivant. Ce qui en fait alors quelque chose de très rare et très intense. Et là, il n'en fallait pas plus pour que les complotistes mettent ça dans la vie réelle. Et là, pour eux, le postulat est simple, les élites mondiales gèrent un vaste réseau de trafic d'enfants, dans le but de drainer leur sang et de récolter l'adrénochrome, qui va leur permettre de rester jeunes. Et là, le lien avec Pizzagate qu'on a vu juste avant, c'est un peu les mêmes conspirationnistes qui sont derrière ça. Et là, si les premiers messages concernant cette théorie remontent au début des années 2010, sur 4chan ou sur Reddit, c'est vers 2020 que c'est revenu sur le devant de la scène. Revenons-en au début de la pandémie pour observer des choses vraiment étonnantes.
Vous vous souvenez quand toutes les célébrités ont posté des photos et des vidéos d'elles-mêmes depuis leur domicile et qu'elles n'avaient pas du tout leur apparence habituelle? La raison est simple, vu qu'elles ne pouvaient plus se procurer d'adrénochrome, le naturel est revenu au galop. Alors là, rapidement et pour freiner ça, Reddit interdit le subreddit adrénochrome dès 2020, parce que ça allait vraiment trop loin, c'était vraiment un peu trop hardcore. Et d'ailleurs, Amazon a même retiré certains bouquins sur le sujet. Mais ça n'a pas suffi. Parce que, comme souvent, avec certaines théories, ça concerne pas seulement les personnes anonymes sur Internet, mais également des gens publics. On peut par exemple parler de Timothy Ballard ou de Jim Caviezel. Le premier, c'est un ex-agent du département de la sécurité intérieure des États-Unis, et l'autre, c'est un acteur. En fait, pour eux, c'est simple, mais la récolte d'adrénochrome est réelle et elle a lieu dans certaines parties de l'Afrique. D'ailleurs, ils appuient sur le fait que ce composé est bel et bien extrait d'enfants après les avoir torturés. L'adrénochrome, qui n'a aucun effet rajeunissant et des propriétés psychédéliques très discutables, serait tombé dans l'oubli depuis longtemps, s'il n'avait pas été rajeuni par les sornettes de QAnon. Je me permets de rappeler une nouvelle fois que les affirmations selon lesquelles des humains vivants doivent être utilisés pour l'extraction de l'adrénochrome sont fausses, car le composé peut être synthétisé par des chercheurs à des fins de recherche. Après, même si théoriquement on pourrait synthétiser ce machin, pour aller quand même dans le sens des complotistes, ça n'en coûte que les gens ont toujours préféré une substance naturelle à une artificielle. Prenez par exemple les diamants. Les diamants naturels ont une valeur inestimable sur le marché, alors qu'on sait très bien les créer artificiellement. Mais bon, en tout cas, les gens qui croient à cette théorie vont quand même plus loin. Par exemple, selon eux, Vladimir Poutine aurait détruit des usines d'adrénochrome en Ukraine. Il aurait même intercepté des cargaisons d'adrénochrome en direction des États-Unis pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais si vous ne pensez-vous que ça ne touche que les États-Unis, vous faites fausse route. Parce que, en France, et pas plus tard que l'année dernière, Gérard Fauré, donc un ancien dealer, a affirmé haut et fort sur le plateau de TPMP que Pierre Palmade prendrait sans doute de l'adrénochrome. L'adrénochrome, c'est du sang d'enfant qu'on prend sur des enfants de 3 ans pour commencer. J'ai envoyé en prison là, en HP une nana qui voulait vendre sa fille. On lui a enlevé sa fille. Elle voulait la vendre, elle voulait l'installer dans un laboratoire d'adrénochrome. Jean-Pierre Petit. Pour cette dernière théorie de notre dernier étage, laissez-moi dans un premier temps vous parler de Jean-Pierre Petit. Alors c'est un physicien, un ingénieur et un vulgarisateur qui est français et qui faisait du contenu bien avant C'est pas sorcier. Parce qu'en effet, dans les années 80, Jean-Pierre Petit a créé Anselme l'Enturlu, qui est un personnage de bande dessinée et qui était accompagné d'animaux savants. Et leurs différentes aventures expliquent la physique ou même l'informatique au lecteur. Notamment dans l'une de ses bandes dessinées, il explique comment les ovnis, donc les engins volants non identifiés, pourraient voler. Mais avant ça, Jean-Pierre Petit a carrément pu devenir directeur de recherche au CNRS. Mais ce qui va nous intéresser, nous précisément, c'est la magnéto-hydrodynamique, qu'on peut abréger en MHD, rien à voir avec le rap, et qui était l'un des sujets phares de Jean-Pierre Petit. Alors je vais vous expliquer rapido, c'est quoi la MHD. En fait, pour faire simple, quand vous voulez déplacer quelque chose, vous pouvez lui mettre des roues, et donc ça avance, c'est un chariot. Vous pouvez aussi mettre des turboréacteurs quand on est dans l'air, comme un avion, ou même des hélices. Mais il y a une autre technique qui existe, qui est connue de la science depuis très longtemps, mais qui est extrêmement compliquée à appliquer. Et c'est la fameuse MHD. En fait, là, le principe, c'est que vous allez électriser ou ioniser tout le fluide autour de vous. Et à partir de là, si vous appliquez des champs électromagnétiques, avec des aimants ou des trucs comme ça, vous pouvez déplacer le fluide. Et si vous déplacez le fluide, par exemple, devant vous pour le mettre derrière vous, ça crée une sorte de bourrelet et ça vous fait avancer. Et techniquement, avec suffisamment d'énergie, on pourrait aller extrêmement rapidement, sans aucun frottement. Et en fait, lui, Jean-Pierre Petit, il a bossé pendant très longtemps pour essayer de créer des sortes de petits avions MHD qui étaient faits en aluminium et accrochés avec des fils. Alors, il avait réussi à les faire léviter, juste avec de l'électricité. Ça semble magique d'ailleurs, vous voyez. En gros, ça fait un effet un peu anti-gravité, littéralement. Sauf que le problème, c'est que ça marche qu'avec des objets de quelques grammes. Et ça demande beaucoup d'énergie. Mais Jean-Pierre Petit, lui, il a une conviction, c'est qu'il croit aux ovnis, donc les fameuses soucoupes volantes, on va dire, et il pense que ces objets, s'ils existent vraiment, ils se déplacent potentiellement avec une technologie MHD, c'est-à-dire en déplaçant l'air tout autour d'eux, l'air ou alors l'eau ou d'autres trucs. Ce qui permet d'expliquer pourquoi parfois il y a des espèces de flashs lumineux un peu bizarres autour des objets quand ils se déplacent vite. Et si Jean-Pierre Petit est aussi intéressé par les ovnis, c'est qu'il l'affirme lui-même, mais il a pu entrer en contact directement avec certains extraterrestres, qui se nomment d'ailleurs les Humites. Vous savez, moi j'ai reçu une lettre en 91, une lettre des Humites. Dès 91, elle disait il faut que des gens continuent à faire ce que vous faites, c'est-à-dire à faire connaître les choses cachées. Néanmoins, si les Français ont abandonné ça, donc la MHD, ils pensent que les Russes et les Américains, eux, ils ont continué à le développer en secret. Les Américains seraient en possession de torpilles hyper véloces qui filent à plus de 2000 km/h, ce qui prouve qu'ils ont des dizaines d'années d'avance dans les recherches liées à la MHD. En parallèle des océans, les USA sont aussi dans les airs et ont développé un engin aérien nommé Aurora, qui vole à plus de 10 000 km/h.
km/h et à 60 km d'altitude, ce qui est environ 6 fois plus haut que l'altitude à laquelle vole un avion de ligne. Les Américains gèrent le dossier OVNI avec la plus grande attention depuis plus d'un demi-siècle, et on exploite maintenant les retombées sous forme de percées technologiques entièrement axées sur les armements. Si je vous balance à travers la figure que les Américains ont des bombes antimatière, qu'ils ont exploré le système solaire en secret depuis 5 ans, qu'ils ont développé des bombes qui ont des puissances absolument inimaginables, tout ça, c'est raconté dans le bouquin. C'est à peine croyable, quoi. Jean-Pierre Petit s'arrête pas aux technologies humaines. Il est énormément intéressé par le sujet extraterrestre. Il a d'ailleurs écrit plusieurs bouquins sur le sujet. Comme je l'avais dit avant, la MHD, c'est pour expliquer comment les ovnis se déplacent dans l'air. Et là, dans ces dernières années, il s'est mis à développer une nouvelle façon de concevoir l'univers lui-même. Donc, comment l'univers s'est formé, comment l'univers existe. Oui, il se tape des kiffs. C'est ce qu'il appelle la théorie Janus. Et selon lui, il existerait 2 univers. Notre univers et un univers qui serait caché, par lequel on pourrait accéder sous certaines conditions. Donc, c'est ce qu'il appelle, lui, l'univers jumeau. Et s'il a réussi à développer cette idée d'univers jumeau, c'est notamment grâce à ses nombreuses conversations avec ces fameux humides, donc les extraterrestres avec qui il était en contact, et qui expliquaient, eux, que, eh bien, du coup, ils étaient capables d'aller beaucoup plus vite que la lumière en faisant glisser leurs propres vaisseaux, leurs propres ovnis directement dans l'univers jumeau, et là, en se déplaçant extrêmement rapidement, puisque la vitesse de la lumière était beaucoup plus rapide dans cet univers-là. Cependant, selon Jean-Pierre Petit, cet univers jumeau-là n'abriterait pas la vie. Ce serait simplement une sorte d'univers un peu mort. Mais bon, en tout cas, en restant simplement dans notre univers, au fur et à mesure de ces rencontres, Jean-Pierre Petit a une conviction, et c'est que, alors déjà, nous ne sommes pas seuls du coup dans notre univers, mais aussi l'humanité telle qu'on la connaît a été scindée en 2 groupes. On a notre propre humanité là qui vit globalement dans l'ignorance, et on a une deuxième humanité qui vivrait très loin de la Terre et qui aurait des capacités en fait technologiques extrêmement avancées, notamment grâce à toutes les technologies que les États-Unis ou autres ont pu développer, qui maîtrisent par exemple le voyage interstellaire et qui sera en contact assez étroit avec des races extraterrestres avancées. Bref, ces êtres humains en fait qui auraient pu faire partie de cette deuxième humanité auraient été recrutés sur Terre à un âge peut-être relativement jeune et que certains organismes auraient pu repérer grâce à leur QI exceptionnel ou leur capacité hors norme dans beaucoup de domaines. Donc on prend le fleuron de l'humanité et hop, on la balance dans les étoiles. Bref, pour Jean-Pierre Petit, c'est une évidence que les gouvernements, surtout celui des États-Unis, dissimulent beaucoup de choses. Les gouvernements nous cachent-ils des choses importantes concernant le dossier OVNI? La réponse est oui. Certains gouvernements ont-ils l'intime conviction que les OVNIs sont des machines d'origine extraterrestre? Même réponse. Les Américains ont-ils récupéré des épaves d'OVNI à la fin des années 40? Réponse positive. Il s'agissait d'une navette hypersonique. Des recherches ultra secrètes ont-elles été engagées dans certains pays directement liés au dossier OVNI? Oui, aux USA et en URSS. Juste que les Russes ont dû abandonner faute de moyens. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que justement, il a une base vraiment très scientifique et qu'il a été souvent respecté dans le domaine, peut-être pas par sa hiérarchie, mais par beaucoup de personnes. Eh bien, voilà pour ce nouvel iceberg. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est quoi les trucs qui vous ont interpellé, les choses sur vous dites « Ah, mais il y a peut-être moyen que ce soit vrai », les théories auxquelles vous croyez peut-être vous. Il y a quand même beaucoup de choses en fait qui laissent planer le doute, j'ai envie de dire. Mais bon, après, ce sera à vous de faire votre propre avis. Bref, si vous voulez d'autres icebergs sur d'autres sujets, dites-moi en commentaire ce qui vous inspire. Et voilà, sur ce, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonne nuit.